Allez, bonjour à tous, bienvenue, nouveau numéro de Versant Futur, merci d'être avec nous. Un Versant Futur spécial, nous sommes à la Bastille, à Grenoble, comme vous le voyez. Un Versant Futur enregistré en public, avec évidemment, comme dans tous ces numéros, un public qui pourra interagir, qui pourra poser des questions évidemment, qui pourra avoir des interactions avec notre invité. Avec moi, Caroline, pour Berwex, pour animer ce Versant Futur, et notre invité, Stéphane Labranche. Merci à tous d'être là pour passer ce moment avec nous. Versant Futur spécial PFH. Alors c'est quoi PFH? On va laisser Caroline nous expliquer ça, mais avant tout, on va commencer par le générique. On parle de transition écologique, on est à côté de la plaque. Parce que c'est pas ça qu'il faut changer. C'est pas l'écologie, c'est nous. Putain de facteur humain. Putain de facteur humain. On sent que ça fait du bien de le dire aussi, Stéphane Labranche. Ben oui, parce qu'on m'a donné la liberté de le dire comme je le voulais. Et j'ai hésité entre plusieurs émotions, d'exaspération, d'empathie, de reconnaissance que je suis aussi le putain de facteur humain moi-même. Hein. Et donc, ouais, j'en ai essayé 8 phrases différentes avec des émotions différentes qui reflètent pas mal ce que je ressens. C'est une expression qui vient d'un endroit du globe que tu connais bien, hein, le Québec. J'ai pris la définition d'Hubert Reeves, qui est un astrophysicien, qui utilise ce concept et qui nous dit que ça vient expliquer pourquoi nous mettons notre intelligence de côté face à certaines données, à certains défis. Et la réponse est souvent parce que ça nous arrange. Face aux informations qui nous dérangent, on fait comme ça nous arrange. Dans ta discipline, toi Stéphane, les sciences comportementales, et particulièrement au GIECO, vous essayez de transformer ce putain de facteur humain en précieux facteur humain. On imagine que c'est bien du boulot. Oui, c'est bien du boulot. Mais moi, c'est un boulot que je trouve super intéressant parce que quand même, les humains, on est diversifiés, on est variés, on est différents. Même un seul être humain va varier dans le temps selon les situations. Et donc, en fait, ça fait un problème qui est particulièrement complexe à analyser et à comprendre, beaucoup plus que des molécules dans la haute atmosphère, comme j'aime bien le dire souvent à mes amis climatologues. Mais on commence quand même à comprendre qu'il y a des invariants, qu'il y a des tendances très lourdes, et c'est grâce à ces tendances lourdes qu'ensuite on est capable de dire des choses qui sont applicables à une bonne partie de la population ou à des sous-catégories. Ouais. Donc tu vas nous expliquer ça tout au long de cette émission. Tu es sociologue du climat, tu as participé à l'élaboration de 2 rapports du GIEC et tu es coordinateur du GIECO, groupe international d'experts sur le changement de comportement, une association donc créée en 2020 par des scientifiques et experts du comportement et qui a donc pour vocation d'apporter toute la connaissance sur le facteur humain dans la transition. Le GIECO a publié un rapport inédit de 400 pages à ce sujet en 2025 et c'est sur ce rapport précisément qu'on va s'appuyer tout au long de cette émission, en essayant de faire le parallèle avec la montagne, puisque Laurent, c'est ce qui nous anime, nous, ici, à Mountain Changemakers. Oui, on va rentrer dans le cœur, justement, de ce qu'on va traiter pendant cette heure ensemble. On va voir avec le sommaire et les différents génériques. Alors, voilà, je ne vous avais pas prévenu, en fait. Hein, mais donc, c'est un show. Et donc, quand je parlais de ce qui va nous animer et de ce qu'on va traiter pendant cette heure, évidemment, je ne parlais pas encore forcément des t-shirts de Stéphane, mais ça va en faire partie. Juste rappeler qu'on est évidemment très content de traiter ce sujet-là aujourd'hui parce qu'il est vraiment au cœur de la création même de Mountain Changemakers, puisque l'objectif premier qu'on s'est donné, c'était vraiment de se dire comment on peut accompagner nous, les humains,
à une meilleure adaptation, à une meilleure prise de conscience, à une meilleure réflexion, au comment mieux réfléchir ensemble. Enfin, tout ce qui est dans l'humain et pas forcément dans le technique, même si on parle aussi de technique, mais vraiment le facteur humain était essentiel pour nous à la création. Donc on est pile dans notre ligne éditoriale aujourd'hui. Donc on a vu les 4 thématiques, si on peut les remettre. Changer et ne pas changer, on va commencer par celle-là. Et évidemment, comme toujours, on va commencer en images avant d'en parler avec Caroline et Stéphane. Le rapport marquant, c'est celui de 79, on appelle le rapport Charnay. La conclusion était déjà très claire. Le rapport Charnay 79 nous dit que si on double les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère, eh bien nous irions vers un réchauffement de l'ordre de 3 degrés à l'échelle planétaire. Et c'est vrai que ce qui me marque, c'est que ce que nous envisagions il y a une quarantaine d'années, 79-45 ans, eh bien c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est cela. Et pourquoi en fait les États ont été sourds à ces alertes? Alors les États, peut-être chacun d'entre nous aussi. Disons, dans l'idée, c'était intéressant. On savait dès à l'époque que si on voulait stabiliser le réchauffement climatique, il fallait diminuer les émissions de gaz carbonique, alors jouer sur les autres gaz à effet de serre également. Beaucoup de gens pensent que le réchauffement climatique, c'est ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ce ne sont que les prémices de ce que les jeunes d'aujourd'hui vivront dans la deuxième partie de ce siècle. Ouais, on vient d'entendre donc Jean Jouzel, qui a été donc notamment connu en 1987 pour avoir été le premier avec Claude Lorius à mettre en évidence le lien formel entre concentration de CO2 dans l'atmosphère et réchauffement climatique. Ce qu'on apprend là, surtout à la suite de cet extrait, c'est que ça fait 45 ans qu'on sait les choses et que finalement les actions sont très lentes à se mettre en place, voire inexistantes. Et donc c'est ton t-shirt, Stéphane. La donnée, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est de ce constat aussi qu'est né le rapport du GIECO, en fait. Informer ne suffit pas, savoir ne suffit pas à agir. Non, et d'autant plus la donnée scientifique, telle qu'elle est souvent mise en public par le GIEC, par exemple, mais les scientifiques en général. Parce que si je vous dis, OK, allez, on va avoir 600 parts par million en 2045. Exactement, ça ne veut rien dire. Vous avez parfaitement raison. Si je vous dis plus 3 degrés, plus 3 degrés, avec l'accent au Québec, en février, on passe de moins 30 à moins 27. Les larmes gèlent quand même sur les joues. Avec 3 degrés de plus, ce n'est pas un problème. Puis à Montréal, c'est comme ici, en été, il va faire 35, ça va monter à 38. Ah, là, on commence à penser canicule. La canicule de 2003, c'est ce qu'on va voir chaque année, à partir de 2035 environ, et peut-être même avant. Ah, là, ça commence à vouloir dire quelque chose. Et quand on sait que le plus 3 degrés au Québec signifie déjà des hivers plus courts avec plus de neige et une érosion très forte des berges, parce qu'en fait, tout fond en même temps, on se retrouve avec un vrai problème en fait, d'érosion des berges. Ça veut dire aussi, tout simplement, on pelte plus pour aller à sa bagnole, pour aller travailler le matin. Record de tendinite, de bursite dans les épaules et record de crise cardiaque. Ça, ce sont les effets réels du changement climatique dans nos vies. Et c'est de ça qu'il faut parler, en fait. Il faut dire comment ça nous impacte et qu'est-ce qu'on y fait dans ce réel, pas dans de l'abstraction et des données. J'avais une petite conférence une fois avec Jean Jouzel. Il me dit, il répète souvent ce message, que ça fait 45 ans qu'on vous dit, ça ne bouge pas. Ma réaction a été de dire, peut-être que vous devriez changer de mode de communication. Quand ça fait 45 ans qu'on dit la même chose et que personne n'écoute, le problème n'est pas avec les personnes qui entendent. Il est avec la personne qui communique. Il était d'accord. Okay. Est-ce que le message inquiétant fonctionne? Alors, il y a un embranchement. On va dire, imaginez un Y. Okay? Vous avez une information, une image cata, allez, Mad Max. Là, vous êtes capable de faire une belle image d'un futur dystopique. Et en fait, on se retrouve donc avec un Y. C'est-à-dire que la peur de la catastrophe, les images catastrophistes peuvent nous amener à agir, voire même devenir écolo-radical, ou alors à rentrer dans du déni complet et total, ou se trouver des excuses pour lesquelles, finalement, oui, c'est plus tard, et puis ça ne sera pas si grave que ça, et que puis-je y faire, etc., etc. On a de la difficulté à comprendre, nous, dans les sciences comportementales, pourquoi certaines personnes vont bifurquer, soit vers l'action radicale même, ou le déni complet, ou être quelque part dans le milieu. Ce qui semble émerger, c'est en partie la confiance que l'on a de pouvoir agir et de pouvoir avoir un effet sur le réel. Ça, si on a cette confiance-là, on est plus apte à aller vers l'action.
Et si on ne pense pas qu'on puisse agir ou que notre action aura, si on pense que ça n'a aucun effet, donc là, c'est la question des motivations intrinsèques, c'est la question de la dissonance cognitive. Moi, j'ai arrêté de faire des conférences sur le climat en particulier à l'international parce que c'était ridicule de prendre l'avion pour parler de climat, pour moi en tout cas. Et donc, moi, ma dissonance cognitive, c'était je me sens mal éthiquement, donc j'ai arrêté. Mais pour d'autres, ça n'a pas d'effet parce que l'avion va décoller, donc je ne vois pas pourquoi je ne prendrais pas l'avion. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant, ça. Mais ça, c'est vraiment personnel. Hein. Mais c'est une question de motivation intrinsèque, de dissonance cognitive, d'inconfort avec sa propre éthique. Donc toi, tu étudies les émotions, la subjectivité. Si, oui, ouais. La donnée objective scientifique ne suffit pas. On va quand même s'amuser un peu, mais... Vous êtes dur quand même de ne pas applaudir quand il se détape. Quand même. La subjectivité est réelle. Alors, pourquoi la subjectivité est réelle? Un peu comme ça, là. En fait, pour moi, la subjectivité, c'est comment on vit quelque chose. C'est le sens qu'on donne à quelque chose ou pas et quel sens on lui donne. Si on a peur, c'est du réel. Quand on lit un truc, voilà. Franchement, ça ne fait pas d'effet. Parfois, on peut combiner les deux. Alors, quand j'ai travaillé sur le 6e rapport du GIEC, j'ai travaillé sur le résumé aux décideurs. J'ai obtenu la première version. J'ai lu la première page et je me suis mis à pleurer, tellement c'était infernal comme nouvelle, comme conclusion scientifique. Je peux vous assurer que ce n'est pas ça qui a été publié après, parce que c'est un résumé pour les décideurs, alors que là, c'était plutôt en mode résumé science. Okay? Et donc là, dans ce cas-ci, la donnée qui était là, ben moi, en fait, ça correspondait à des retours d'expérience, à du vécu sur le changement climatique, à une vie passée là-dessus depuis 25 ans que je travaille là-dessus. Et donc, ça a fait résonner en moi des émotions fortes. Okay? Mais si je n'avais pas eu ces émotions, ça aurait été, ouais, encore une mauvaise nouvelle, quoi. Ben non, ce n'était pas juste une mauvaise nouvelle, là. Et donc, pour moi, la subjectivité est réelle parce que c'est comment on vit quelque chose. Et c'est ça qu'il faut aller chercher quand on tente de changer les choses. Ce n'est pas par le biais du cognitif, c'est par comment vous vivez, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie. Est-ce que ça vous donne un sens, ça vous donne du plaisir, un défi à relever, ou est-ce que ça vous fait flipper votre race? Et pourtant, ça semble un peu paradoxal parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'injonctions en société à prendre sur soi, à inhiber ses émotions, à réprimer sa colère, alors qu'en fait, il y a des colères saines. Oui, en psychologie, c'est clair, il n'y a pas d'émotion négative. Vous vivez une émotion, elle est là. En revanche, si vous tabassez quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas parce que vous êtes en colère, ce n'est pas une bonne gestion de votre émotion. Et ce n'est pas une bonne manière de communiquer cette émotion. Donc, il y a des manières de communiquer. Et ça aussi, c'est l'intelligence émotionnelle. Si je suis en colère contre quelque chose qui se passe, qu'est-ce que je veux faire? Je veux détruire ce qui me rend en colère ou est-ce que je veux construire une alternative? La colère, elle est là. Ce n'est pas la même traduction en action après, ni la même attitude. Juste un tout petit rappel. Si vous voulez juste poser une question, intervenir, réagir, lui retirer son t-shirt, vous faites juste un geste, il y a un micro qui arrive là, quand vous voulez. Juste un micro pour que ce soit enregistré. Donc vraiment, n'hésitez pas. Seuls les hommes sont autorisés à m'enlever mon t-shirt, sinon ma femme... Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il se marie juste après l'émission presse. Je vous assure, on va déposer un dossier de mariage après. Ouais. Je dois partir à 15h. Donc on poursuit. Donc les émotions, on peut convoquer la colère. Et quelles sont les autres émotions dont on peut se servir comme levier pour faire un pas vers la transition? Alors c'est quelque chose que je suis en train de comprendre là, depuis environ 2 ans où je travaille plus sur la question de biodiversité. Et il y a une différence incroyable entre les gens préoccupés par le climat. Si on leur demande c'est quoi pour vous le climat, première réaction automatique, ça c'est de la cognition implicite, c'est crise, angoisse, panique, pour ceux que c'est intéressant. Quand on dit biodiversité aux gens qui sont préoccupés par la biodiversité, ils disent vivant, complexité, interaction, émerveillement. Puis là, première fois, on se dit bon, c'est quelqu'un un peu spécial. Mais quand ça fait 50 fois sur 50 entretiens qu'on entend la même chose, on dit qu'il y a un truc qui se passe. L'émerveillement face à la beauté du vivant, ses interactions, sa complexité, c'est incroyable comme émotion positive. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que dans le cadre du changement climatique, plus vous en savez sur le climat, plus vous devenez déprimé, ce qui est absolument justifié d'ailleurs, hein. Ce n'est pas une angoisse comme ça qui vient de nulle part, mais plus ils en savent sur la biodiversité, plus ils sont émerveillés.
Donc, il y a peut-être un truc à jouer là sur l'émerveillement, parce que quand on est émerveillé, c'est associé à une émotion positive forte, souvent d'amour ou d'un attachement, et ça, c'est vachement puissant comme force aussi, comme émotion. Et l'amour, en général, ça ne mène pas trop au déni, comme la peur et l'angoisse peuvent le faire. Donc, je trouve qu'on met beaucoup trop d'emphase sur la catastrophe et la peur, et vraiment pas assez sur cet émerveillement qu'on devrait apprendre à ressentir, en tout cas dans la nature. En parlant du déni, vous dites dans le rapport qu'il y a 3 formes de déni, dont le déni interprétatif. Moi, je trouve qu'on l'entend souvent en montagne. C'est un peu celui de la fatalité. Le dérèglement climatique, le climat, ce sont des cycles, la nature s'en remettra, etc. C'est un discours qu'on entend pas mal ici. Oui. C'est normal parce que ça veut dire qu'en fait, je vais même vous dire mon hypothèse là-dessus. Je ne peux pas la prouver, mais c'est une hypothèse. Mais c'est normal parce que 2 choses. Face à l'ampleur de la tâche, on se dit ouf. Comment je vais faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire, c'est naturel. 2, ça va être quoi les impacts si je fais rien? Donc, c'est négatif aussi. Moi, on est plusieurs en France, c'est une hypothèse, mais à penser qu'avant le déni climatique, il y a la peur du changement. C'est-à-dire qu'en fait, non, mais c'est naturel, parce que je n'ai pas envie de faire ces efforts et je n'ai pas envie de faire face à ce que ça signifie dans ma vie et ceux de mes enfants, par exemple. Le fameux PFH, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, souvent, on pense que le climato-scepticisme, c'est un point de départ. C'est faux. C'est parce que derrière, il y a des réactions émotionnelles qui amènent au climato-scepticisme. On en revient à la méthode de communication. On a préparé aussi on a recensé des idées reçues ou des fausses bonnes idées. Je voudrais qu'on en mette une là et qu'on demande peut-être à tout le monde ou à chacun de donner son avis, de voter. Donc s'appuyer sur des moments de rupture, de basculement peut inciter à changer. Est-ce que c'est une fausse bonne idée ou est-ce que c'est réellement une bonne idée? Est-ce que vous avez un avis, un oui, un non hyper rapide dans le public? Du peu que je connais sur les théories sur le changement du comportement, il y a un peu cette question du momentum dans la vie de quelqu'un, où en fait on est le plus à même à changer de comportement. Parce qu'en fait on le sait, changer des comportements c'est hyper difficile. On a des habitudes très ancrées et en fait c'est ça qui pose un peu une problématique, c'est pallier à ça. Et en fait quand on est dans un moment de vie où il y a un grand changement, donc notamment se marier, avoir des enfants, changer de lieu de vie, on est dans un moment où on est capable en fait de changer parce qu'on change un peu de spectre de vision ou de paradigme. Et donc en fait c'est dans ces moments-là, a priori, où on est à même d'adopter des nouveaux comportements. Et c'est là où on prend un gros SUV par exemple, où on mange par contre mieux parce qu'on veut faire attention aux enfants et aux futures générations. Mais donc a priori, moi j'ai l'impression que les moments de rupture et de basculement dans la vie individuelle, ça peut être un levier pour amener le changement. Je rejoins complètement l'analyse. Pour moi, il y a 2 moyens de changer. Ça se fait soit en force, et du coup ça s'impose à nous par rapport à une grave maladie, par exemple, pour prendre d'exemple. La capacité à changer, on va dire en prévention, parce qu'on là on parle aussi de prévention, de voir comment on peut accompagner, elle doit se faire, on en a beaucoup parlé ce matin, de qu'est-ce que ça veut m'apporter. Est-ce que montrer que des remontées mécaniques ou des domaines skiables sans neige vont nous faire agir, si on ne sait pas comment on peut faire différemment. Moi, je serais plutôt tendance à amener le mouvement par une émotion positive et quelque chose qui va nous faire kiffer, peut-être, de pratiquer différemment. Merci beaucoup. Stéphane, ton avis rapidement, donc est-ce qu'il faut, est-ce que c'est une bonne ou une fausse bonne idée? Non, c'est plutôt une bonne idée avec quelques petits trucs. Mais c'est vrai que quand on déménage, par exemple, on sait qu'une partie des gens qui arrivent à Grenoble vont commencer à faire du vélo alors qu'ils n'en faisaient pas avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pistes cyclables sont sécurisées parce que c'est une ville de vélo, tout simplement. Donc, on rentre dans une ville de culture, on déménage, on réagence la cuisine pour permettre du compostage, du recyclage, etc., alors que dans la vieille cuisine, on ne le faisait pas. Donc ça, oui, l'arrivée d'un enfant, etc., ça, oui. Ensuite, la peur d'une rupture ou du basculement, rien qui prouve que ça mène à du changement. Et donc ça, c'est la question de la prévention. Le meilleur moyen de ne pas souffrir, c'est de prévenir, mais on n'est pas dans une culture de la prévention. Donc voilà. Ensuite arrive, 3e élément, la rupture à venir prévue qui risque d'être catastrophique. C'est encore autre chose. L'arrivée d'un enfant, oui, c'est une rupture, mais
il y a quand même beaucoup de plaisir aussi avec. C'est pas juste des nuits blanches depuis 3 ans et demi. Voilà. Mais là, ce qu'on nous annonce, il est où le côté positif? Et c'est pour ça que la question des récits auxquels on va revenir est super importante. La question des récits, on l'a déjà abordée ensemble. On va passer à la deuxième partie, parce que c'est riche et qu'on aura tous le temps d'aborder d'autres sujets ensemble et de participer évidemment. Moi j'aime bien le titre de cette deuxième partie. Voilà, il s'affiche donc de l'Homo economicus à l'entrepreneur modéré. Et on va commencer en images avant que Caroline recontextualise ce sujet d'Homo economicus. Dans une agence événementielle, l'idée de base au départ, c'est de se dire l'humain, c'est évidemment la chose la plus importante. De manière très factuelle, les salaires représentent 80% des charges d'une entreprise comme la nôtre, une agence événementielle. Du coup, ne pas se préoccuper de l'humain serait déjà une erreur stratégique. Que tout le monde se sente bien nous apporte aussi, nous, en tant qu'entreprise, beaucoup. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est, on n'en a pas parlé, c'est dans le bien-être, c'est le fait que tout le monde puisse s'installer où il le souhaite. Donc télétravail, mais vivre aussi ailleurs. Ça permet à tout le monde d'être épanoui dans son travail, dans sa vie d'entreprise, en même temps que ça offre aussi un avantage super intéressant pour l'entreprise en ayant des équipes dans des belles régions qui reçoivent plein d'événements. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on fait les choses par engagement et derrière il y a un cercle vertueux qui s'engage toujours. On peut se poser la question, à 1000, comment on dessine cette entreprise qu'on appelle de nos voeux, effectivement, avec de la démocratie participative dedans. À 1000, c'est très compliqué, qui soit attentive au respect de l'environnement et qui surtout, sa raison d'être, c'est d'apporter un service de qualité aux clients. Et en fait, une réussite individuelle, elle est toujours portée par plein d'autres personnes. Et du coup, elle doit retomber sur l'ensemble de la communauté de l'entreprise. Et donc cette communauté, elle est hyper importante, donc faut pouvoir l'écouter pour prendre des décisions, pour évoluer. Donc la démocratie d'entreprise, je disais, c'est pas facile, mais c'est pas un gros mot. Il faut s'y atteler, il faut se poser des questions. Il s'agit du réchauffement climatique, du monde turbulent dans lequel on est, économique. Il y a des guerres, il y a un contexte économique qui se resserre. Enfin bon, voilà, on pourrait faire une liste assez longue d'un certain nombre de points qui sont des points de dysfonctionnement, ou en tout cas plutôt qui auraient tendance à noircir le tableau. Donc un des rôles d'un manager, d'un patron d'entreprise aujourd'hui, c'est d'amener l'ensemble de ses collaborateurs, de son environnement, à avoir une vision optimiste des choses. Voilà. Le contexte est compliqué, il a peut-être jamais été aussi compliqué qu'il n'est aujourd'hui, ou tout aussi incertain et avec une évolution exponentielle. Et pour autant, là je pense aussi à l'IA, il faut avoir une vision optimiste de l'entreprise. Dans l'entreprise, et une vision optimiste des évolutions. Après, dans une entreprise qui est faite aujourd'hui, l'ordre des générations est totalement bouleversé. Donc, le chef d'entreprise d'aujourd'hui et de demain, je me dis qu'il doit avoir ces deux facettes, c'est-à-dire être capable de donner une vision optimiste de l'avenir, donner envie, et être celui qui va jongler avec ces effets de génération et parfois ces grandes injonctions paradoxales, mais qui mettent finalement l'entreprise en mobilité, dans une dynamique. Parce que sinon, si tu n'arrives pas à faire ça, ça va être la guerre permanente au sein de l'organisation, parce que ça va être extrêmement difficile de faire concorder et coordonner, faire collaborer des personnes qui ont des visions différentes, avec des horizons de temps différents, avec un background différent, et en fait, la vérité, c'est qu'ils se comprendront pas. Ils se comprendront pas. Donc de là à les faire collaborer, ça sera encore plus dur. Quand on fait de la robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Donc ça veut dire qu'on donne le primat au monde fluctuant. En fait, on essaie de garder le cap. On est dans un bateau, dans une tempête. Il faut être robuste.
En fait, ce qui est génial avec la robustesse, en tout cas je trouve, c'est que ça permet non seulement de répondre au monde fluctuant, comment habiter le monde fluctuant, mais ça permet de construire le monde d'après. Et par exemple, ça permet de générer de la sobriété. Quand on fait du tout réparable, par exemple, ça c'est plutôt de la robustesse, mais ça génère de la sobriété, parce qu'on fait des objets qui consomment au départ plus de ressources, mais qu'on ne change pas tous les 15 jours. Mais en commençant par le titre qui provient pratiquement mot pour mot d'un des chapitres du rapport du GIECO, pour vous expliquer c'est quoi le mot economicus. Le mot economicus, vous allez dire, en fait, c'est l'être humain défini selon des critères financiers. Non, c'est un concept théorique inventé par l'économie. Et en fait, là, je reprends les arguments du chapitre avec lequel je suis plutôt d'accord, mais autrement, je l'aurais publié quand même parce qu'il était bon. Mais le mot economicus, en fait, il se réduit à un ou deux facteurs. Ce qui veut dire que quand vous faites de la théorie, de l'analyse et de l'expérimentation, c'est super facile à analyser. C'est d'une simplification, pour moi, outrancière par rapport à qui on est en tant qu'être humain. On n'est pas que homo economicus. Bien entendu, le prix a une importance. On ne va pas s'acheter n'importe quoi parce que c'est trop cher. Mais au quotidien, quand vous allez acheter votre café et que vous êtes devant toute cette gamme de cafés incroyables qui se ressemblent tous au final, mais bon, voilà, est-ce que vous prenez le café que vous aimez ou vous prenez le café qui est moins cher? Qui a envie de commencer avec un café dégueulasse le matin? Il est là, le choix du café. OK? Et donc, ça, on peut le répéter. Donc, bien entendu que le coût va avoir un effet, mais il n'est jamais aussi important que ce que la théorie de l'homo economicus nous dit. Parce que nous sommes aussi des êtres socialistes, nous sommes des êtres sociaux, on est des êtres avant tout, pour moi, symboliques, et on est des êtres aussi en partie écologistes ou écologiques, parce que sans nature, on n'est pas là. Donc, quelque part, il y a un lien. Et donc, l'idée, en fait, avec l'entrepreneur modéré, c'est en fait de dire qu'un entrepreneur n'est pas seulement un homo economicus. Un entrepreneur, il y a des centaines de bons exemples d'entrepreneurs modérés qui disent, bien sûr qu'il faut faire du cash, il faut payer des salaires, il faut payer des charges, c'est même pas un problème. On fait vivre des gens, c'est génial. Mais on ne peut pas le faire en tuant la planète ou on ne peut pas le faire en exploitant. On peut aussi apporter, être contributrice à un territoire. On peut être contributeur aussi à nos salariés de manière autre que financière, d'être un lieu d'épanouissement. Ça, ce sont toutes des citations de chefs d'entreprise. Et donc là, c'est vraiment sortir de ce carcan conceptuel qui a des vrais effets sur des politiques économiques, sur des mesures, sur le dégraissement, etc., qui s'appelle l'homo economicus. En face de ça, on a quelqu'un qui, franchement, en tant qu'être humain, l'entrepreneur modéré est plus représentatif de ce qu'est être humain. Et franchement, moi, en tant qu'être humain, je préfère ça, je trouve ça plus intéressant d'être modéré dans ce sens-là que d'être simplement un homo economicus. Et sur l'homo economicus, vous dites dans le rapport, si ce modèle reste aussi présent, c'est aussi parce que nous continuons à y croire. Oui. Et en agissant comme s'il décrivait la réalité, nous contribuons à construire un monde qui lui ressemble. Il y a donc l'idée de se défaire d'une certaine culture de l'entreprise, une vision aussi de l'entrepreneur. Par quoi ça passe ? Alors, la première étape, il y a un autre chapitre qui porte plutôt sur la cognition implicite dans l'entreprise, la culture organisationnelle. À partir de l'idée que l'homo economicus, c'est même pas une idée. Vous partez du postulat que l'être humain est economicus. À partir de là, vous prenez des décisions en entreprise qui font que vous voulez absolument réduire les coûts, augmenter les marges. Et comment on fait? D'autres décisions arrivent. Des produits moins chers, des ressources moins chères, des salaires moins chers, etc., des prix plus élevés. On fait du beau packaging pour attirer les gens, mais qui ne servent à rien du tout, etc. Et on s'arrange pour ne pas faire de réparabilité. Donc, à partir de ce point de vue, de ce postulat de base, s'engrange, même sans le vouloir, un paquet de décisions. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de rendre cet implicite explicite et d'en tirer les conséquences. Vous dites, moi, j'ai une alternative à te donner à ça. L'alternative, ça peut être justement l'entrepreneur modéré. Quel type de décision il prendrait en matière de fournisseurs? Alors, il y a une grande maison d'édition, je vais la nommer parce que j'ai trouvé ça trop chouette comme action, Bayard, qui, à un moment donné, a décidé que de faire de la publicité pour des croisières en Antarctique avant la fonte des glaces, il y a un moment donné, on se dit, attends là, je suis en train de faire de la publicité qui fait, en fait, du pognon sur le fait que l'Antarctique va fondre à cause du changement climatique. Et c'est devenu intolérable, ils ont arrêté. Ce n'était pas une petite décision, c'était 25% de leur revenu de com qui partait d'un seul coup, avec un seul client. Ça a pris au moins 3 ans avant de reconstruire ce 25%.
Donc, il y a des gens qui font des vraies décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre, mais justement parce qu'il n'y a pas que le cash dans la vie. Ouais, pour réagir là-dessus, j'avais une question, c'est comment tu passes d'un entrepreneur modéré à un VC modéré, à un actionnaire modéré? C'est pas les mêmes quand même? Non, c'est pas les mêmes. Et ça, il y avait un autre chapitre justement il y a un chapitre dans le rapport du GIECO aussi sur les décisions d'investissement. Et en fait, là, il y a des arguments économiques qui valent la peine. Hein. Plus vous êtes diversifié, incluant dans la transition qui est en train d'exploser partout, c'est quand même rentable. Hein. Regardez ce qui se passe en Chine avec l'économie chinoise, en partie basée sur ça. Donc, Donc, il y a déjà des arguments économiques, mais il y a d'autres arguments aussi qu'on peut amener sur le fait que c'est vrai que les investisseurs ont tendance à avoir une vision à court terme, mais que si on continue à investir dans le capitalisme et le consumérisme, il n'y aura pas d'avenir très longtemps dans lequel investir. Donc, il y a ces enjeux-là. Donc là, c'est plutôt, l'auteur fait l'argument du mindfulness et la conscience pleine de la décision que je prends en matière d'investissement, comment je la prends. Et encore là, il y a une espèce de dévoilement de ces postulats de base, de fonctionnement, de prise de décision. Et ensuite, on se dit, bon, maintenant que je suis conscient, quelle décision je prends? Moi, pour moi, il y a une petite faille là-dedans, c'est que ce n'est pas parce que je suis conscient de mes décisions que je vais nécessairement prendre la bonne. Okay? Il y a même une série Netflix là-dessus, excusez-moi de mentionner Netflix, mais en fait, le mec, il est parfaitement conscient de tous les meurtres qu'il fait. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'est pas devenu Bouddha pour autant. Hein. Voilà. Donc, il y a quand même ça, et pour moi, il reste ça à trouver. Qu'est-ce qui fait qu'être conscient de ces enjeux fait qu'on va prendre des décisions qui vont dans le sens de la transition plutôt que non? Non, en fait, moi, je me pose beaucoup la question de ce fameux court terme versus long terme. C'est vrai que là, sur ces questions de transition, il y a quand même une logique de transition qu'on a un petit peu tendance à oublier, et puis d'un terme assez lointain et assez peut-être abstrait. Et donc, du coup, par rapport à cet entrepreneur modéré, je me demande effectivement comment on arrive à inscrire cette notion un petit peu plus de long terme dans ce personnage. Ouais, en fait, là, on a, pour moi, affaire à une des injonctions contradictoires fondamentales. C'est que notre système de consommation et de production, ça c'est biologique, hein, nourrit notre système de récompense immédiate du cerveau. Dopamine. La fameuse dopamine. Ouais, et c'est super efficace. Donc tout ce qui est court terme, rapidement, tout de suite, ça vaut kiff. Le sucre, le téléphone tout de suite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont plus vieux, mais quand on allait sur une page Internet, on avait le temps de se faire une tasse de café, à moins qu'elle charge. Puis maintenant, ça prend 30 secondes. Moi, je dis, pourquoi c'est si long? Là, je lui dis, hey, calme-toi un peu, quoi. C'est 3 secondes, c'est pas grave. Donc, on est dans cette immédiateté, alors que l'environnement nous demande de dire, hey, en 2050, on veut être où? Et qu'est-ce qu'on veut éviter dans 2050? Comment je me prépare maintenant pour 2050? Oh, le cerveau est capable de faire ça. Nous ne sommes pas formés pour le faire. Nous ne sommes pas dans une civilisation qui tend à ça non plus. Alors, ma réponse à ça, c'est de dire, oui, il faut se donner des objectifs à moyen terme, à long terme, mais entre-temps, il faut se donner des récompenses à court terme. Tous les 6 mois, on fait une réunion pour se faire une fête sur ce qu'on a accompli. On se fait un retour d'expérience. On se valorise symboliquement. On se fait un resto, on se prend une bière, n'importe quoi. Mais se donner ces récompenses-là régulières pour dire qu'on va dans la bonne direction et que si on a loupé un truc, qu'est-ce qu'on fait pour aller mieux la prochaine fois? Une fois qu'on a accompli un truc, on se dit, ouais, ça s'est plutôt bien passé. Allez, on va faire un truc un peu plus ambitieux, là, un peu plus risqué. On peut prendre en confiance. Et enfin, en fait, pour moi, changer, ça s'apprend. On peut apprendre à changer et à être confortable dans le changement. Et même, plus que confortable, un peu titillé, excité par le changement. Ça donne de l'épice. Et ça, il ne faut pas l'enlever, ça. Ça, pour moi, c'est très important. Et le faire régulièrement se rappelle de « Hey, on va dans la bonne direction, les gars ». Parce que 3 ans, avec un seul objectif et une seule étape, ça ne marche pas. Hein. Donc, pour moi, il y a un moyen, là, quand même, d'aller de l'avant là-dessus. Et il n'y avait pas un t-shirt pour illustrer l'homo economicus? Non, non. On est au bon t-shirt, ok. Oui. Le pousse pas. Et par contre, il y avait une idée ou une fausse bonne idée qui était prévue, donc on pourrait parler. Les approches fondées sur la contrainte ou la menace. On parlait de créer de l'émotion aussi, on parlait des difficultés aussi à emporter les gens. Pour un entrepreneur comme
comme dans la société en général. Donc est-ce que les approches fondées sur la contrainte ou sur la menace sont une bonne idée ou une fausse bonne idée? Ouais, bah, c'est l'éternelle question de la carotte du bâton. Et la bonne réponse, c'est que parfois c'est un mélange des deux, parfois c'est plutôt l'un, parfois c'est plutôt l'autre. Mais sur le registre de la menace, on voit quand même, ou de la contrainte, on voit quand même que la réglementation ces dernières années a quand même fait bouger les choses, que ce soit en termes de recyclabilité, en termes de mobilité ou en termes de reporting. Ça a fait bouger beaucoup de choses, à tel point d'ailleurs que ça a créé un mouvement de repli ces derniers temps, parce que peut-être trop vite au regard de certains, de la vie de certains. Donc je pense que c'est un outil qui peut être positif, bien sûr, ça a été prouvé, mais à manier avec précaution, parce que le retour de manivelle peut être tout aussi compliqué à gérer. Oui, j'abonde complètement. Je trouve que si on commence à dire que la contrainte, parce que c'est des mots méchants, c'est pas bien et qu'il faut travailler que sur le bonbon, moi, j'y arrive pas. Tout ce qui nous a fait changer collectivement, globalement, sans chercher, on en parlait ce matin, mais à savoir qui tu es toi. Mais des fois, je ne sais pas qui tu es toi. On est 60 millions en France ou plus maintenant. Et même dans mon entreprise, on est 20 différents et tout ça. Donc, au bout d'un moment, on a besoin des deux. Et ce qui nous a fait quand même bouger, réagir peut-être, des fois. Mais réagir, c'est déjà pas mal. Il y a le mot agir dedans, ça c'est mon côté verbatim. Mais la contrainte est quand même un outil vachement... La menace, c'est un peu différent. Je trouve que les deux mots sont dans la même phrase, mais bon, je vais utiliser le mot contrainte parce qu'il est en orange, et c'est une belle couleur. Mais la contrainte est un outil super, voilà, qui des fois, dans un troupeau de moutons, nous permet d'aller quelque part. Hein. Et je pense qu'effectivement, ce serait assez chouette maintenant qu'on imagine la carotte. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé de carotte qui nous ait fait changer. Moi, j'ai changé toutes mes ampoules pas en LED parce qu'il n'y a plus d'ampoules pas chères à filament, il n'y a plus de sacs en plastique parce qu'on m'a interdit d'en prendre. Maintenant, j'ai 12 000 cabas, tout le monde le sait, toutes ces probabilités-là, mais ce n'était pas un gain qui m'a amené là-bas, c'est la contrainte de fait, de toute façon, on ne te laisse pas le choix. Et ça fonctionne et c'est pas mal, parce que des fois, ça nous aide. Moi, je trouve que la contrainte peut être favorable. La contrainte n'est pas qu'un méchant mot. Voilà. Juste... Il y a deux concepts dans la même phrase. Hein. Contrainte et menace, c'est pas pareil. Hein. Et moi, quand je disais c'est une fausse bonne idée, c'est l'idée de la menace qui regroupe un peu la question de la peur aussi. Et il y a les études en comportement du consommateur qui ont montré, alors dans un autre champ, hein, pour lutter contre l'anorexie, que la peur, en fait, ça marchait pas du tout. Toutes les campagnes de communication sur la peur ne fonctionnent pas du tout pour les anorexiques, pour leur faire changer de comportement. Donc voilà, il faut dissocier l'analyse, elle est différente en fonction du terme contrainte et du terme menace. Et pourtant, est-ce qu'il ne faut peut-être pas avoir un petit peu peur d'un plus 3 degrés ou d'un plus 4 degrés? Est-ce que cette peur-là n'est pas aussi une motivation, puisque la peur peut aussi être une motivation? Justement, est-ce que ce n'est pas le discours qu'on promeut tout le temps et que pour autant ça n'a pas amené à des grands changements? J'ai l'impression qu'on est vraiment tout le temps dans un discours de il faut être au courant de ce qui se passe, mais comme on l'a dit juste avant, en fait, c'est pas parce qu'on est au courant de la menace qui nous pèse dessus qu'il se passe des choses, et peut-être qu'on est justement tellement dans un discours de facilité, de on va interdire, qu'en fait on cherche jamais à amener de l'ambition et de l'intérêt pour ce qu'on peut construire pour la suite. Et du coup, en fait, c'est peut-être un équilibre des deux, mais en tout cas, on est très très fort dans la contrainte et la menace, et dans l'autre versant, peut-être beaucoup moins, quoi. Ouais. Et peut-être juste une précision sur le changement lié à la contrainte, c'est que ça va permettre de changer un comportement peut-être rapidement, pas suffisamment de changer en profondeur. C'est-à-dire que très vite, le comportement peut à nouveau dévier, et du coup, je crois que la question du sens, elle est aussi importante. C'était aussi une question que je me pose moi. Il n'y a pas une histoire de génération aussi, à savoir, est-ce que finalement dans nos sociétés, les gens qui décident ont moins peur et se sentent moins menacés par le changement climatique du fait de leur âge? C'est un peu provocateur, mais je pense que c'est quand même une question qu'il faut se poser. Stéphane, un mot, et après il faut qu'on enchaîne. Pour un mot pour réagir à ce qu'on vient d'entendre là. Oui. En fait, tu devrais inviter des gens qui sont moins formés et qui comprennent moins bien. Ce sera plus facile pour moi. Ça ne s'appellerait plus Mountain Changemaker. Ah merde. En revanche, là où j'ai peut-être quelque chose à dire, c'est pas qu'une question d'équilibre, c'est vrai. C'est l'équilibre juste. Vous avez une contrainte, une obligation. Il faut donner les outils pour être capable de respecter cette obligation dans les temps impartis. Et il faut donner envie aussi. Et là, nous, en sciences comportementales, on a des bouquets de politiques publiques sur
la mobilité, on sait exactement où mettre la pression sur la voiture, où relâcher la pression, permettre de faire autrement, etc., qui fait qu'on voit des vrais résultats. Et si on était capable de développer des bouquets de politiques publiques, d'accompagnement, de mesures en interne qui soient stratégiques, c'est-à-dire que, en fait, les incitations répondent à la contrainte et aux peurs, etc., là, on va pouvoir bouger beaucoup plus vite. Donc, dans certains domaines, on sait comment faire, puis dans d'autres, on n'est pas très bon. Donc, ce n'est pas juste une question d'équilibre, c'est comment vous agencez ça pour que ça se réponde et que ça se renforce mutuellement dans la bonne direction. Allez, on enchaîne parce que justement, la troisième partie fait totalement en résonance avec ce que tu viens de dire comme phrase. On n'avait pas répété, mais franchement, bravo. Éco-citoyenneté et gouvernance. On commence en image. On est fiers de pouvoir d'avoir lancé cette Convention citoyenne olympique organisée indépendamment par Protector Winters France. Ce qu'on veut, c'est l'intégrité intellectuelle. On demande et aux participants et aux participantes et aux intervenants et intervenantes de pouvoir faire la dissociation du partage d'un fait et du partage d'une opinion. Les deux sont corrects. Un fait, c'est ce sur quoi on va pouvoir se reposer tous ensemble. Une opinion, c'est ce sur quoi on va pouvoir réfléchir et se confronter. Si chacune joue les règles du jeu, et je suis là en grand horloger aujourd'hui pour faire respecter ça. Sur le Vercors, je mesure que ces lignes de covoiturage qui existent même depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années déjà sur le territoire, qui étaient plutôt portées historiquement par des acteurs privés au départ, eh bien, il y a encore des personnes qui ne connaissent pas leur existence. Donc c'est l'enjeu majeur. Et encore une fois, communiquer pour toucher les personnes, faire connaître les dispositifs. Et au-delà de ça, effectivement, faire évoluer ces mentalités. Si vous avez la solution miracle, je prends. Je dirais que oui, on est en première ligne. Enfin, le changement climatique, on le voit quotidiennement chez nous. L'envie de préserver notre milieu incroyable est aussi très forte chez nos habitants. Les nuisances aussi apportées par les flux de véhicules quotidiens sont fortement ressenties. Donc, c'est un bon pilier pour commencer à changer les mentalités, mais c'est vrai que ça ne suffit pas parfois parce que changer les habitudes, c'est compliqué. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a encore une bonne partie de la population qui ne fait pas le lien entre l'usage de son véhicule et l'effet que ça peut avoir sur le climat. Peut-être parce qu'ils ont l'impression que ce serait une goutte d'eau dans l'océan. Mais j'ai ce sentiment, quand je discute là, on sort d'une campagne électorale, le sujet des mobilités, il est vraiment inégalement perçu au sein de la population. Changer, c'est partir vers l'inconnu. Ça veut dire créer une zone d'inconfort pour des personnes qui fonctionnent dans un système qui leur apporte un revenu, qui leur apporte une stabilité depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et dont on sait que ce système ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais va poursuivre son existence pendant encore 15, 20, 30 ans, selon les secteurs, les altitudes, etc. Donc c'est à la fois très concret, parce qu'on vit des phénomènes, notamment liés au changement climatique, très prégnants, de plus en plus fréquents, mais en même temps, on vit toujours d'une activité. C'est pas à pas qu'on parvient à aller vers cette transition-là. Et le dialogue, il n'est pas terminé aujourd'hui, même on en est au début. On accompagne des générations. On va travailler pour que chacun puisse être plus réactif, et c'est déjà le cas pour beaucoup de nos acteurs économiques. Et puis on va travailler pour monter des systèmes économiques dans nos territoires qui sont moins dépendants d'une activité hivernale, mais on restera dépendant d'une activité touristique. Ça, c'est le propre d'un territoire comme le nôtre, tout en intégrant le fait que ce qu'on souhaite, c'est attirer de la population locale, de la population à l'année, en proposant une activité économique de fait moins dépendante de l'activité touristique et qui vient proposer des emplois tout au long de l'année, proposer une activité qui rend service au territoire pour renforcer aussi tout le tissu économique associatif et finalement le lien social au sein du territoire. Et donc c'est plus par les faits, les petits pas, qu'on va accompagner les acteurs au changement, plutôt qu'en faisant des grandes conférences où on va leur expliquer qu'on va bientôt tous s'écrouler, que la période économique va s'écrouler, qu'il faut tout changer dès maintenant, parce que demain c'est terminé. Et Stéphane, tu as profité de cette pause en images pour réaliser un nouvel effeuillage. L'écologie, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est aussi ce qu'on entend dans ces témoignages. Changer, c'est compliqué. On entendait notamment l'élu du Vercors parler de la mobilité, et malgré la mise en place de covoiturage, l'initiative n'est pas nécessairement suivie, quoi.
Et ça, on voit d'ailleurs dans ce qu'on vient de voir là, on a parlé beaucoup de communes. On voit que quelle que soit la commune et la taille de la commune, parce qu'en effet, entre l'Anse-en-Vircord, Courchevel, la Clusaz, on est quand même dans des secteurs géographiques, des nombres de personnes, des budgets. Tout le monde a la même vision qu'ils ont beau mettre plein de choses en place, il y a un décalage énorme entre ce qu'ils ont mis en place et la prise de conscience et le changement d'habitude. Et d'autant plus quand c'est toute une identité, un fonctionnement territorial. Là, ça ne dépend pas d'une personne, là, c'est les flux normaux qu'on prend pour acquis qui font que ça ne va pas nécessairement dans le bon sens. Là, vous avez un énorme paquebot territorial qui va dans une direction, puis il faut le faire dériver. C'est compliqué, ça. Et donc, c'est pour ça qu'au-delà du facteur humain individuel, on tente et on comprend de mieux en mieux cet effet collectif de fonctionnement. Pour moi, c'est important. Mais je reviens un peu au titre aussi qui était là, d'éco-citoyenneté, juste pour que vous compreniez ce que ça veut dire. C'est le dernier chapitre du rapport du GIECO. J'ai demandé aux auteurs, parce que je lisais, puis je disais, il y a un truc qui se passe. Il y a une différence entre éco-citoyenneté et citoyenneté écologique. La citoyenneté écologique, c'est à peu près ce que la classe moyenne fait. C'est-à-dire qu'on recycle, on fait attention à l'eau un peu, on fait attention un peu à notre consommation d'énergie. Si on est en ville, on fait attention à la voiture. Donc, on a une conscience relativement écologique, on fait attention à ce qu'on fait. L'éco-citoyen, lui, part de la nature pour prendre ses décisions. Et en fait, ça l'habite. Il fait partie de la nature, intrinsèque. Okay? Là, c'est quelque chose d'intime avec la nature, à partir de laquelle on va se comporter, même pas mais qu'on va se comporter inconsciemment. Un des meilleurs exemples qui est donné sur l'éco-citoyenneté, c'est quand on cherche une solution, les solutions basées sur la nature, ça devrait venir tout de suite. Qu'est-ce que la nature m'apprend là-dessus pour trouver une solution? En architecture, on célèbre la fameuse cathédrale de Gaudi en ce moment. Allez voir Gaudi, quoi. Il est fortement influencé par la nature et il y a beaucoup de son design, de son ergonomie, etc. De plus en plus de nouvelles technologies, souvent appliquées aux militaires, mais je me dis que quand les militaires commencent à regarder les solutions basées sur la nature pour améliorer l'efficacité de leurs machines à tuer, on pourrait peut-être faire la même chose pour nos machines à produire aussi. Donc, on sous-estime beaucoup ça, en fait. Et comment est-ce qu'on fait pour rendre une politique publique efficace, en fait? Par quoi ça passe en amont? Vous parlez pas mal de co-construction dans le rapport aussi. Oui, sur la co-construction, ça revient à ce que je disais ce matin. Hein. Pour moi, ce n'est pas juste une question de faire une procédure de concertation, écouter les gens. Non, écouter les gens, ça veut dire entendre ce qu'ils ont à dire sur, même si c'est scientifiquement complètement aberrant, ils ont peur de quoi? Ils espèrent quoi? Qu'est-ce qui, au quotidien, sans grande émotion d'ailleurs, fait obstacle? Juste le temps d'amener ses petits à l'école, d'aller les chercher après l'école, de les amener au club de je ne sais pas trop quoi et de les coucher à 8h30. En fait, ça réduit un peu notre marge de manœuvre sur un paquet de trucs, tout ça. Et ça, ce n'est pas une question idéologique, ce n'est pas une émotion forte, c'est juste le quotidien. Et donc, l'efficacité, pour moi, et ça là-dessus, j'ai beaucoup participé à beaucoup de plans climat, l'idée, c'était d'introduire ce quotidien comme moteur ou comme frein dans l'élaboration, la conception des politiques publiques. Et ça peut fonctionner. Mais par efficacité, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fera 10% de la population, ils deviennent tous des éco-citoyens radicaux, ou en fait, c'est 80% de la population qui prend un peu moins la voiture. Je ne sais pas. Donc, la question de l'efficacité, en tout cas, elle est là. Mais il y a une partie de cette efficacité qui est, pour moi, est la capacité qu'elle offre à des citoyens de transformer une volonté d'action en action. Facilité. Et pour ça, il faut déjà leur donner la parole aussi. Ah oui, mais là, il faut les écouter, pas juste les écouter pour dire qu'on fait une procédure de concertation. Il faut tuer à la poubelle après. Convention citoyenne pour le climat. D'ailleurs, je ne te l'ai pas encore dit, mais on va t'inviter à faire partie du groupe projet du prochain Versant Futur. Là, je parle de l'écrit, qui va être des propositions pour un truc qui va se passer en 2027, en avril-mai. Un truc qui s'appelle un programme à élaborer. Tu m'annonces ça comme ça. Ouais, je te le dis comme ça. Voilà. On accélère sur cela parce qu'on a pris un tout petit peu de retard. On va passer à l'idée reçue. On pourra avoir des questions après. Par l'idée reçue, voilà, bonne et ou fausse bonne idée. Excusez-moi. Les initiatives, la journée sans voiture par exemple, c'était un exemple parmi d'autres. Est-ce que prendre des initiatives comme ça peut aider les politiques publiques
à retirer des... Pardon. À... C'est le dernier t-shirt. Il y a une dernière partie. Hein. Merde. Alors, est-ce que ça sert à rien ou est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir on revient un petit peu à la norme de contrainte, hein, enfin, elle est pas, en tout cas de contrainte douce, mais de prendre des initiatives comme ça, d'une journée sans voiture, d'une journée plus modérée, d'une journée sobre. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que, vos avis? Ouais. Première réaction sur les images qu'on a vues et le sujet de la mobilité où on constate que c'est difficile, que ça avance peu. Il y a quand même un sujet qu'on oublie, c'est l'exemplarité. Et j'aimerais bien savoir qui, dans ces personnes interviewées, passe du coup de ces déplacements pro de la voiture au vélo. Parce qu'en fait, il y a quand même des réalités sur les territoires de montagne. Et en vrai, on aimerait que tout le monde change, mais on a quand même tous toujours les mêmes comportements. Et donc voilà, j'ai l'impression qu'on ne regarde pas le problème au bon endroit. Et juste pour réagir à ça, journée sans voiture, en tout cas, moi, je pense que du moment où on expérimente, une première fois, puis une deuxième fois, et ainsi de suite, et enfin voilà, ça favorise en tout cas le fait d'ancrer une évolution de comportement. Ouais, on se rend compte que c'est possible. Ouais, pour aller dans ce sens, la semaine dernière, il y a eu le Slow Up Alsace qui a lieu tous les ans, qui est une super initiative parce que sur les routes des vignes, tout le monde se marre, ils sont tous sans bagnole, ils expérimentent justement. Et tu regardes les photos ou les vidéos qui sont partagées, ils sont tous avec le sourire. Enfin, c'est familial, c'est sympa, c'est chouette, et ça peut pas faire de mal en fait. Ces moments de retrouvailles, d'échanges, en fait, on peut faire différemment et c'est cool. Après, il faut ancrer ça dans la réalité du quotidien derrière, avec des vraies solutions, comme nous, on l'a à Grenoble, et donc on a cet avantage-là. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à pousser après ce changement de comportement en fait au quotidien pour lâcher ta bagnole et essayer de faire autrement. Et pour ça, il faut l'infrastructure en fait qui est là et le déclic, etc., et tout ce que tu disais. Mais en tout cas, Slow Up Alsace, c'était la semaine dernière, donc tu connais. Et donc, je trouve que c'est une belle initiative et on pourrait l'imaginer dans d'autres territoires, quoi. Est-ce que c'est effectivement une bonne idée, les journées sans voiture? Si, justement, parce que ça ouvre un peu les chakras sur « Ah, tiens, c'est peut-être pas si mal que ça, c'est plutôt rigolo ». En fait, ce qu'il faut faire après, c'est de répéter l'expérience un peu plus souvent. Une des meilleures expériences que j'ai vues là-dessus, c'était à Montréal, sur une partie de la rue Sainte-Catherine, qui est une rue où ils fermaient la rue aux automobiles, mais seulement pendant les temps de 15 festivals, je pense, pendant l'été. Puis là, à un moment donné, ils se sont dit « En fait, ça marche super bien. Donc, on ferme 4 mois par année, c'est fermé. » C'est saisonnier. Et ça marche. Ça en changera quand ça deviendra cool dans la tête de tout le monde, ça changera plus rapidement, c'est évident. J'aurai plus de boulot. Dernière partie de ce versant futur spécial PFH, ambassadeur et nouveau récit. On commence rapidement en images. Ma valeur, elle est dans l'objectif de créer de la durabilité dans ce que je fais. Et pour autant, ma passion, pour l'instant, elle est presque à l'encontre de ça. Il y a des athlètes qui ont peur de prendre la parole en public parce qu'ils ont peur de se faire tacler. S'ils disent moi j'ai pas envie de prendre l'avion, il n'y a pas de souci, tu n'es plus sur l'équipe. Moi de dire non, je vais pas en Coupe du Monde, je prends pas l'avion, c'est dur. Je dois admettre que c'est dur et je suis pas capable de le faire. Donc ça c'est aux athlètes d'en parler, à l'organisation de faire les mouvements. On peut pas en 2025 ou au hasard 2030 faire les mêmes Jeux Olympiques qu'en 1992. Les nouveaux récits, ouais. Et les ambassadeurs, tout à l'heure Camille parlait d'exemplarité. En montagne, les sportifs sont des influenceurs reconnus. Est-ce qu'ils ont un rôle de mentor à jouer sur tous ces sujets? Pour moi, oui, surtout pour les jeunes, en fait. Et de montrer qu'on peut s'engager, ça peut permettre à certaines personnes qui hésitent, qui se disent est-ce que j'y vais, est-ce que je ne vais pas, ça peut donner ça. Mais surtout, pour moi, ce qui est important, c'est la question des nouveaux récits. Si vous n'avez qu'un... Là, pour l'instant, on a 2 récits principaux. Okay? Le premier récit, c'est celui du capitalisme et du consumérisme. On va continuer à consommer ce qu'on fait, on continue à zizz. Et ça, là, celui-là, il est inconscient. On est dans un mythe, okay? Avec tout ce que ça comporte comme effet sur le réel. Le deuxième en alternative, qui n'est pas hyper puissant, c'est celui de la transition. Et en plus, celui de la transition, le majeur, il est catastrophiste. Et on a vu tout à l'heure que ça ne marche pas. Et donc, pour moi, les nouveaux récits doivent non pas s'appuyer sur « on va tous mourir si on ne change pas demain et si on n'a pas une révolution éthique et morale et comportementale », ce à quoi je ne peux pas croire. Et il faut, en fait, regarder vers l'avant, se dire
Où est-ce que j'ai envie d'être? Dans quelle société j'ai envie de vivre en 2050? Et là, depuis 2018, je trouve qu'il y a eu un tournant dans les sciences comportementales, mais à l'ADEME puis dans les agences, pour donner à voir à quoi pourrait ressembler un tel futur. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais au moins là, on est en train d'ouvrir l'imaginaire. Parce que sinon, on a un imaginaire, c'est on sait quoi fuir, la catastrophe, ou ça, on sait ce qu'on ne veut pas, c'est ce qui nous amène à la catastrophe, mais on ne sait pas vers quoi aller. Ben, comment voulez-vous y aller? C'est juste pas possible. Et donc, pour moi, ces nouveaux récits, ils ont quand même un rôle très important à jouer sur, justement, la manière de voir notre futur, de se le raconter. Comment on apprend aux enfants et comment on transmet aux enfants avec des histoires. Et le cerveau, il est encore câblé pour ça. Sur le rôle des ambassadeurs, les freins, les motivations, la nécessaire utilité des ambassadeurs, une réaction, le Marie? Alors, je ne vais pas parler des sportifs que j'adore, parce qu'on n'a pas le temps. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, on est tous des ambassadeurs. Là, je vais te challenger. Quand je me challenge, comment on se challenge? On a des banques, on a des territoires, on a des élus, on a des gens super intelligents. On a du pouvoir, on a des médias. Pourquoi est-ce qu'on est encore activiste? Pourquoi est-ce qu'alors qu'on sait tout, on peut même imaginer que la montagne de demain sera super chouette ou n'importe quoi? On a tout dans cette salle pour faire quelque chose. C'est quoi ton conseil pour nous dire, bah, voilà ce que vous allez faire, si ce n'est une énième conférence, tout est bien. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas ici, en fait? Ou à l'inverse, qu'est-ce qu'on n'a pas ici pour avoir la capacité de dire, mais en fait, la montagne de demain, qu'est-ce qui nous manque? Je vais répondre juste un tout petit truc avant toi. En fait, c'est une des questions que je me suis posée quand j'ai pitché à certains acteurs de la montagne proche le fait de transformer Mountain Schumacher, qui à l'époque était une série documentaire, en un média, puis un think tank. C'était qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à ce que tout ce qui se dit sur les tables rondes soit plus suivi de fait. C'est la structuration. Enfin, c'est qu'il y ait une structure, quelle qu'elle soit, qui soit en charge de ça, en tout cas qui essaye vraiment de faire ça. Parce que toutes les intelligences que vous êtes là, quand vous vous réunissez, quand vous parlez, et même pas forcément autant que ça, mais peut-être moins, peut-être plus, vous dites toutes des choses, vous dites vraiment des choses qui sont riches, qui sont intelligentes, qui sont avec de la prospective, sauf qu'après vous repartez tous dans vos jobs. Et donc vous pouvez agir dans vos boîtes, dans vos structures, mais globalement pour que tout le monde travaille ensemble, en fait, la réponse à ta question, c'est qu'est-ce qui nous manque. Moi, je me suis dit, on va peut-être essayer de réunir les gens, de les faire bosser ensemble, et nous de proposer un truc de suivi. C'est-à-dire que la question que tu viens de poser là et la réponse que Stéphane va donner, moi, je m'engage, Mountain Schumacher s'engage, à ce que dans 2 mois, on revienne en disant, au fait, il s'est dit ça. Pourquoi c'est en place, c'est pas en place, et c'est pas une menace. Essayons de comprendre pourquoi ça n'a pas avancé. Bon. Vas-y, Stéphane. Je reviens à mon premier t-shirt. C'est pas une question de transition écologique, c'est une question de transition humaine. Et pour comprendre le putain de facteur humain, c'est une belle conclusion, tiens. Pour comprendre le putain de facteur humain qui est le point d'origine de la conférence et de la journée d'aujourd'hui, en fait, il faut s'attarder plus aux sciences comportementales et peut-être un peu moins aux sciences naturelles. Il faut arrêter de créer des programmes en anthropocène dont 10% du contenu est sur les sciences sociales. Il faut arrêter les conneries. C'est pas comme ça qu'on va comprendre l'anthropocène avec les sciences comportementales. Et on voulait conclure à l'image de ton t-shirt, en rendant la transition fun avec un petit qui a dit. Alors, qui a dit? Qui a dit à 3 réponses possibles: Stéphane Labranche, Laurent Surbeck ou Jean-Claude Van Damme. Alors, la première phrase, c'est « Ce n'est pas aux molécules dans l'atmosphère de changer de comportement ». On a entendu une rumeur disant Stéphane. Stéphane. Ouais. Ça va être toi? C'est Caroline qui a la réponse. Oui, c'est Stéphane. C'est bien. Pardon. Le meilleur moment pour agir est maintenant. Je crois qu'il y a un Van Damme. C'était Jean-Claude Van Damme. Les personnes qui pratiquent les arts martiaux ne sont pas plus violentes que les autres. Tout le monde connaît donc votre passion pour le MMA. Vous avez aussi été dans son dojo? Ouais, tout le monde a été dans ton dojo. Le fond et la forme sont indissociables. C'est un peu trop ésotérique pour moi, ça.
Ouais, ça, c'est c'est Laurent. moi. Ouais, ça, je crois que même que je pense que tous les gens qui travaillent avec moi n'en peuvent plus de cette phrase. Mais je la lâcherai pas. J'ai demandé la punchline Je de la Laurent, lâcherai tout le pas, monde c'est- était d'accord sur celle-là. C'est un mantra pour moi. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous. Merci Stéphane, merci Caroline, merci à notre équipe technique. Nous espérons avoir éclairé un peu plus vos réflexions sur ce facteur humain aujourd'hui, et ce n'est bien sûr qu'un début, puisque nous reviendrons sur Mountain Maker très prochainement sur le sujet, et tous ensemble, en y travaillant, faire que ce putain de facteur humain devienne enfin ce précieux facteur humain. Merci beaucoup en tout cas, Stéphane Labranche. Merci à tous pour cette journée. Merci.